Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Je m'appelle Brice Cornet et je suis là pour vous parler tourisme dans le monde du voyage. Alors quand on vous met quelqu'un sur une scène qui va vous parler de trucs, peut-être bien de savoir s'il a réellement les compétences pour en parler. Alors petite parenthèse sur ma vie, quand je suis sorti de l'école, j'ai été travailler dans une boîte qui s'appelait Liberty TV. Ça a été la seule fois de ma vie où j'ai été employé. Et puis voilà, sortant de l'école, on a commencé à me bombarder de termes que je ne comprenais pas trop. TO, OT, call center, cervicaux, c'était quoi tous ces machins? Et puis ça m'a bien plu, j'y suis resté un certain temps. Et un jour, j'ai eu envie de travailler pour moi et pas pour les autres. Donc j'ai fondé une boîte informatique spécialisée dans le tourisme. Et donc j'ai eu comme premier client Liberty TV, Ensa, Escape, tout ça de l'époque pour ceux qui ont connu. Et puis d'autres TO, des offices du tourisme, etc., etc. Et puis il y a une petite crise économique à cause des subprimes. On a un petit peu souffert. Et là, j'ai dit, bon, j'en ai ras-le-bol de faire de l'informatique pour le tourisme, je vais faire du tourisme. Et donc, on a monté avec mon épouse, qui n'était pas encore mon épouse à l'époque, qui est là, et on a monté donc une boîte de tourisme. On organisait des safaris photos et des tournages de documentaires animaliers. On a fait ça pendant un petit temps. Je me suis dit, mais ça me manque d'un logiciel pratique. Et du coup, j'ai fondé une boîte qui s'appelle Simple CRM. Et là, j'ai eu une idée. Je me suis dit, mais avec le temps, il est probable que l'intelligence artificielle va arriver. Et ce serait super de construire la base de données, sur stocker toutes les données de Simple CRM dans une logique de structure pour que ce soit exploité par une IA. 3 ans après, on s'est retrouvé à Paris, à un salon CRM Solutions. J'ai montré un logiciel où on peut parler, il écrit, lui donner des ordres, il exécute. Pour les TO, ils peuvent vous trouver des clients en faisant de la prospection automatique, etc. Et ça, c'est en 2015, il y a 10 ans. OK ? Du coup, avec l'explosion de l'IA, il y a un sympathique éditeur qui s'appelle EdiPro qui m'a dit « Mais tu ne voudrais pas écrire un bouquin sur l'IA vu que les autres, ils en parlent mais ils ne connaissent pas, mais toi, il y a 10 ans, tu codais déjà ce genre de truc. » J'ai dit « Oui. » Du coup, j'ai fait un bouquin qui sort ici, fin du mois. Ce n'est pas mon premier bouquin, c'est mon 15e. J'ai fait quand même 15 bouquins de gestion d'entreprise parce que j'ai aussi des casquettes de prof en université. Donc voilà. Donc mine de rien, on pourrait quand même féliciter les organisateurs de BT Expo qui ont trouvé, je pense, le seul conférencier auteur de bouquins sur l'IA qui vient du monde du tourisme à la base. C'est pas mal quand même. Ils ont bien bossé. Alors, on va faire grosso modo, je pense, cette conférence en 4 temps. On va d'abord un petit peu démystifier certains points. On va voir des cas concrets d'utilisation. On va parler de l'aspect légal et puis on va voir comment vous pourriez vous y mettre ou corriger des choses si vous y êtes déjà mis. Alors, première question, c'est qui utilise l'IA depuis 1 an à peu près? OK. Depuis 2 ans? 3 ans? Bon, allez, 5 ans. 10 ans? 20? Alors, on va avoir un problème. Un conférencier n'est pas censé vous mentir et le public n'est pas censé mentir au conférencier. Personne n'a joué à Pac-Man? Pac-Man, petit fantôme là, c'est de l'IA. OK? Donc la fameuse révolution, cette technologie inédite qui nous envahit depuis 3 ans. 1943. Les fameux neurones là, qui imitent le cerveau humain. Ça a été inventé en 1943. OK? Alors vous allez me dire, ouais, mais entre un mec qui fait des formules de maths sur papier et un logiciel qui fonctionne, ça nous a amené maintenant. 1959, les neurones deviennent réalité. On n'a même pas de processeur à l'époque, on a juste des transistors. OK? Est-ce qu'il y a vraiment des très jeunes, les deux là dans le fond transistors, vous savez ce que c'est ou pas? Non, OK. Donc avant, les radios et les amplis, on utilisait ça, des transistors, c'est ça qui faisait le traitement. À l'époque, il n'y avait même pas de CPU, ça n'existait pas. OK? Donc, il faut vous dire que ça devait faire à peu près l'hôtel, un amas de transistors. Ils ont donné les formules créées et il a compris la géométrie et un ordinateur a réussi à faire des formes géométriques en 1959. Alors vous me direz, oui Brice, mais entre faire des petits dessins et avoir une IA qui nous parle, on a attendu jusque maintenant. Je vous présente Elisa, c'est la grand-maman de ChatGPT, sortie en 1966. C'était le premier psy-robot. Système d'IA de base, capable de tenir des conversations. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Pour démystifier le truc. L'IA, c'est juste un outil. Et ça fait très longtemps qu'on sait en faire. Vraiment très longtemps.
Et en fait, vous en utilisez tous les jours depuis des dizaines d'années. Votre anti-spam, là, qui vous casse les pieds parce que l'email de votre client, de votre fournisseur, vous ne le trouvez pas parce qu'il est dans la boîte spam, bah, c'est de l'IA. C'est un système d'apprentissage. Alors, il n'est pas fut-fut, mais il n'est pas plus bête que ChatGPT sur certains points, hein, parce que vu le nombre de bêtises que ça peut sortir, c'est pas mal. Ceux qui ont joué aux jeux vidéo, bah, je parlais de Pac-Man, mais tous les jeux vidéo ont des systèmes d'IA, parce que c'est bel et bien de l'IA. Et puis, si on se souvient des appareils photo qu'on utilisait avant et qui reconnaissaient le visage, eh ben, c'était de l'IA. C'est la branche reconnaissance son et image en intelligence artificielle. Donc, l'IA, elle est là depuis un bout de temps. Et vous l'utilisez depuis assez longtemps. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle. Il y a des gens qui ont peur de se lancer dans l'IA, qui disent « Ouh là là, c'est expérimental, ça va se casser la gueule, ça va faire des bêtises. » Oui, oui, ça va faire des bêtises, comme votre système anti-spam. OK ? Et un projet IA, bon, on va le voir ensemble, il faut juste le cadrer, le contrôler, le surveiller pour que ça se passe bien. Mais l'IA, c'est une technologie connue, éprouvée et stable. La question, c'est pourquoi maintenant on bouffe de l'IA à tous les étages, pourquoi on en parle partout? C'est génératif. Quelqu'un d'autre qui aurait une autre idée? Pourquoi maintenant? Pas d'idée? Non? Parce qu'on aime les bulles en économie. On adore ça. On n'a toujours pas compris la leçon. On a eu le Covid, la guerre en Ukraine, et les marchés sont assez bas. Il faut quelque chose pour rebooster. Il faut une folie. Quoi de plus fou que l'IA? Pourquoi est-ce que je dis que c'est fou? Parce que si on sait faire de l'IA depuis les années 40-50, si on ne les a jamais mises en pratique, c'est parce que ça bouffe une quantité d'énergie qui est absurde. Google est en train de construire une centrale nucléaire pour son data center. Une centrale nucléaire pour de l'IA, pour faire des petits chatons qui dansent, des lapins qui font du trampoline en vidéo. Ça n'a aucun sens d'un point de vue économique. ChatGPT, l'abonnement, c'est 65, 66, 67 € par mois, je pense, un truc comme ça. Sam Altman, le PDG, a dit que s'il passait à 275 $ par mois, il continuerait à perdre des sommes monstrueuses d'argent. On parle d'1 milliard de pertes par mois. Okay? Donc, c'est complètement délirant. Alors, pourquoi maintenant? Bah, parce qu'on est arrivé dans un creux d'économie, on crée une bulle, comme on le fait à chaque fois, et à la fin, ils se disent qu'il va y avoir un gagnant et que ce gagnant va ramasser la mise. En attendant, c'est vrai que ça génère des milliards en spéculation. Et donc, une nouvelle technologie naît. Vous connaissez les IA génératives, mais derrière les IA génératives, il y a surtout beaucoup d'IA qui vont vous permettre d'analyser du contenu. Pas juste créer du contenu, analyser, pour travailler en avance, en prévision. Et on va voir quelques cas intéressants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tout comme on a eu Internet, qui était une bulle incroyable, quand même des gens qui ont levé des dizaines de millions de dollars avec un PowerPoint, en disant qu'ils allaient faire une machine à sous virtuelle. Ouais, génial. Bon, pour l'instant, la bulle de l'IA, c'est exactement la même chose. On investit dans des choses qui n'ont pas de sens. Et ça va s'écrouler. Ça va exploser et ça risque d'arriver dans les prochains mois. Là, il y a un choix à faire. Soit vous vous dites, ça va s'écrouler, je ne vais pas m'équiper d'IA. Le problème, c'est qu'on a connu pas mal de boîtes qui ont dit ça à l'époque d'Internet, je vais attendre. Ces boîtes ont disparu. On ne peut pas attendre quand il y a une évolution économique, parce que ça, c'est la première révolution depuis l'arrivée d'Internet, clairement. Ce qu'il faut faire, ça va être choisir les bons outils et les bons acteurs. Quand il y a eu la crise des subprimes, il y avait Paul Ricassez, qui était directeur de Escape à l'époque à Bruges, qui m'avait dit, parce qu'on était tous un peu en train de pleurer quand ça pétait, il m'a dit « Brice, il n'y a que 2 boîtes qui vont survivre. Il y aura l'énorme acteur du tourisme. » Il m'avait dit Thomas Cook à l'époque. Parce qu'eux vont faire des économies d'échelle. Et puis, il y aura la toute petite agence de voyage familial, monsieur, madame, qui ont l'agence en bas et qui vivent au-dessus. Et au milieu, tous les moyens, ils vont mourir. L'IA, ça va être un peu pareil. Les énormes acteurs vont rester. Google sera toujours là, Microsoft sera toujours là. Certains. ChatGPT, bonne chance qu'il se fasse racheter. Par Microsoft, qui possède déjà, je ne sais plus combien, 27%, un truc comme ça, c'est assez gigantesque. Puis vous allez avoir des éditeurs alternatifs, genre moi, j'espère,
pour qui l'IA n'est pas la base du business model. C'est-à-dire qu'on a développé, mais on a une autre activité. Moi, mon activité en tant qu'éditeur CRM, c'est de fournir un logiciel de gestion d'entreprise. C'est propulsé par l'IA, mais ce n'est pas ma matière première. Et il y a beaucoup de solutions qui vont disparaître rapidement avec l'effet de la bulle. Et il y en a même déjà maintenant qui disparaissent. Moi, j'avais un logiciel que j'adorais qui s'appelait Luna.ai. C'était un logiciel, vous lui disiez, OK, je cherche des directeurs, je suis tour opérateur, je cherche des agences de voyage responsables pour vendre mes produits. Il scannait LinkedIn, trouvait les profils et trouvait les emails des gens, et allait lire le site internet de l'agence, écrivait des emails personnalisés, mais bluffants, quoi, mieux qu'un être humain. Cette boîte a tenu 8 mois. Pourtant, elle avait une vraie valeur ajoutée. Donc, l'IA, oui, mais choisissez les bons acteurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans le tourisme? On peut faire plein de choses. Moi, je vois 5 grandes familles. Le marketing et la communication, ça, c'est ce qui vous saute à l'esprit directement. Faire des images, créer du contenu, etc. La vente et la relation client. La conception de voyages et de produits. Alors là, on va en parler surtout des dangers. Ça, ce sont les 3 points que je vais aborder maintenant. Le service client et post-voyage, bon, typiquement, les traitements des plaintes pour les TO, on ne va pas en parler. Et la gestion interne et la productivité, non plus, parce que sinon, je vais devoir vous faire une conférence qui va durer 1h30. Et on ne m'a pas offert 1h30. On va commencer vraiment par le truc de base qu'il ne faudrait pas faire. Mais j'aime bien de faire ça pour vous montrer que même si c'est ce qu'il ne faut pas faire, ça marche bien. Bon, on veut se créer un visuel. J'ai bêtement écrit ça dans ChatGPT. Je suis un tour opérateur spécialisé dans les voyages. En Égypte, je vais lancer une nouvelle croisière sur le Nil qui permettra de relier les différents sites archéologiques. Et puis, important, trouve un nom pour cette croisière, crée un logo, aléa de newsletter. Ne faites jamais ça. Ça, c'est mauvais, quoi. C'est vraiment mauvais. Si vous voulez demander à ChatGPT de faire quelque chose ou une autre solution, vous lui expliquez qui vous êtes en détail, votre historique, vous lui donnez votre logo, vos brochures, ce qu'on appelle en marketing également les content pillars, c'est-à-dire vos valeurs. C'est quoi, vous faites du low cost ou vous faites du haut de gamme? C'est pas la même chose, quoi. OK? Mais je vais vous montrer ici qu'en écrivant vraiment quelque chose de basique et de pas du tout efficace, et surtout, je le dis, ne faites pas ça, ils vous pondent ça. Si honnêtement, ne fait pas peur, ne va pas faire fuir les gens, c'est même meilleur que ce que j'ai pu voir quelquefois. OK? 2 lignes, c'est fait. J'aurais dû faire ça personnellement à la main, j'aurais pris une après-midi. Ensuite, je lui dis, OK, super, merci, transforme ce layout de newsletter en un visuel Facebook. Alors, le super merci n'est pas obligatoire. Mais moi, j'ai une pensée quand même, c'est que si un jour les IA prennent le pouvoir et qu'ils veulent éliminer les hommes, je me dis qu'il y aura toujours un robot qui dira, non, lui, il a dit merci, il était gentil à chaque fois, on ne le tue pas. Donc, dites merci. Ça ne mange pas de pain. Hein? OK? Bon, il me fait ça. Là, j'aurais mis 2 jours pour le faire, parce que je suis nul, mon graphisme. OK? Donc, la création d'éléments graphiques, c'est incroyable. C'est d'une simplicité exceptionnelle. Si vous cherchez des outils pour la création d'articles, écrire du contenu newsletter, des posts optimisés Facebook et optimiser SEO. Alors, SEO, Search Engine... Oups! Merci. Oups. Ce sont les incidents du direct. OK. SEO, Search Engine Optimization, on va y revenir par la suite. C'est le fait d'être bien placé dans Google, mais aussi maintenant d'être bien placé dans ChatGPT, dans Perplexity, dans ce qu'on appelle les moteurs LLM, qui servent aussi maintenant de moteurs de recherche. Donc, tout ça, typiquement, ChatGPT fera très bien le boulot. Jasper, un copy.ai, qui sont vraiment spécialisés dans le copywriting, c'est très bon. Créer des visuels, je vous déconseille ChatGPT. J'ai utilisé ChatGPT parce que je voulais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Alors pourquoi il ne faut pas faire ça? Parce que tout le monde utilise ChatGPT, donc tout le monde a les mêmes visuels, parce qu'il y a quand même un design très reconnaissable côté de ChatGPT. Par contre, du Canva.ai, de l'idéogramme, du DID, ils font vraiment de très très belles choses. Et ce qui est fou, maintenant, c'est la création de vidéos. Franchement, je pourrais refaire Liberty TV, maintenant que j'y pense, je pourrais refaire des documentaires sans me déplacer. Bon, il y aura des chameaux à 5 pattes, tout ça sera un peu bizarre, mais bon, il y a moyen. Donc vraiment, on peut se faire plaisir. Là, franchement, en termes de marketing, moi j'estime gain de temps x5, cohérence de ton, plus de visibilité. Cohérence de ton, il faut vraiment, si vous voulez utiliser ce genre d'outil, définir ce document, qui sommes-nous? Votre ADN, vos couleurs, vos valeurs, votre historique, pour que l'IA respecte
bien ce guideline et qu'il y ait bel et bien cette cohérence de ton, sinon ça va partir dans tous les sens, hein, clairement. Donc il faut cadrer. On va prendre un autre petit cas de marketing. Alors ça, c'est API, c'est l'IA que j'ai construite. Et j'ai mes slides qui plantent. Ah non, c'est bon. Donc ça fonctionne depuis 2015. Vous pouvez lui poser des questions, vocalement. Hein. Tapez, j'ai jamais compris l'intérêt. Donc chez nous, on parle. Vous dites, dis-moi les clients qui ont acheté il y a 24 mois, qui n'ont rien acheté depuis 12 mois. Ça va dans votre base, ça récolte, ça vous fait le listing. Ensuite, vous cliquez, vous envoyez ça dans l'outil newsletter. OK ? Vous êtes un Théo, bah, vous pouvez lui dire, donne-moi la liste des clients qui ont acheté pour moins de X par an. OK ? Vous savez que votre marge, je ne sais pas, hein, sur un voyage, si vous vendez pour moins de 2400 €, votre marge est trop petite, il faut au moins faire 3700. Bah, donne-moi la liste de tous les clients dont le panier d'achat est inférieur à 3700 € pour les travailler, leur amener plus de contenu, pour leur créer une certaine appétence, un certain désir par rapport à vos destinations, ce que vous offrez. OK ? L'IA, c'est un levier, ce n'est pas un outil miracle. Il faut que vous ayez l'intelligence de créer les bonnes stratégies. Et dans le tourisme, la bonne stratégie, c'est je diminue mes coûts, j'augmente mes marges. Clairement. Pas nécessairement vendre plus. Vendre plus, parfois, va coûter cher. Mais vendre mieux, ça, c'est sympa. Et une IA va vous permettre de targeter les bons profils pour envoyer les bonnes communications. Comme je dis toujours, ça ne sert à rien de faire une promotion de 5 kg de gigot d'agneau à des gens qui sont végétariens. Hein. Vous allez juste les énerver. Communiquez moins, mais communiquez mieux. Et augmentez vos marges. Le SEO, être numéro 1 dans Google. Alors, une des... Il ne veut pas, hein. Voilà. Une des... Non, il ne veut pas. Tant pis. Un des facteurs clés dans le SEO pour être numéro 1 dans Google, c'est d'avoir plein de sites qui pointent vers le vôtre. OK ? On peut faire des échanges de liens, on peut acheter, on peut en créer plein, aller sur plein de forums, ce qu'on appelle du ninja linking. Chez nous, on utilise ça, c'est Money Robot, c'est une IA. Et on lui dit, OK, il y a différentes structures, et on va lui demander de créer des faux blogs. Donc d'aller s'inscrire et de créer des profils. J'ai 179 000 faux profils qui tournent moi, sur cette IA. Je fais rien, hein. Donc ça crée une fausse adresse email, ça va créer le faux blog, ça va créer des comptes sur les médias sociaux, et ça va faire du contenu. Je ne vais rien faire. Et ce système, c'est ce qu'on appelle un PBN, Private Block Network. Vous voyez, il y a différents schémas. Hein. Là au-dessus, c'est ma page, ou bien c'est cette page-là, et ça va créer tout ça de contenu qui va pointer de façon indirecte pour vous donner ce qu'on appelle de l'autorité. OK ? Ça, avant, il fallait faire ça à la main. Créer tout ça, imaginez que tout ça, c'est des sites internet différents à chaque fois. Faire tout ça. Bah, c'est l'IA qui le fait. Alors c'est sûr, hein, ce n'est pas de la grande littérature, on est d'accord. Mais on parle de quoi au fond ? On parle de robots intelligents qui font du contenu pour d'autres robots intelligents. L'important, c'est que le robot intelligent qui s'appelle Google ou qui s'appelle ChatGPT ou Perplexity qui lit ça fait « Ah ouais, bah, ce site de tourisme, là, il est bien, il est sérieux, il y a plein d'autres sites qui parlent de lui, cool, je vais le mettre en avant. » Et ça monte dans le classement. Alors, à manier avec beaucoup de précautions, dans le cas d'une réelle stratégie SEO, mais là, on parle d'un équivalent de 4 emplois à temps plein à une machine qui travaille, quoi. Et ça coûte rien, vraiment rien du tout. On va passer en vente et relations clients. Plaude. Alors, mon petit Plaude est là. Il est en train de nous écouter. Ce truc capte à 8 mètres. Absolument formidable. D'ailleurs, si ça vous intéresse, tout ce que je raconte là, Plaude, en fait, je l'ai lancé pour qu'il fasse une retranscription exacte. Et puis il fera un résumé, et puis il vous fera un plan d'action par derrière. Et je vous donnerai l'adresse email à laquelle envoyer, on vous enverra tout ça, et on ne touchera pas au doc, on va juste faire l'exportation de ce que l'IA produit. Donc Plaude, ça enregistre et ça restitue. Il y a plusieurs types de restitution, donc il y a purement réécrire de A à Z tout ce que je vais vous dire, et puis il y a différents profils. Un plan d'action, cadrer les besoins des clients, il y a des analyses psychologiques, ça c'est bluffant. Les autres, ça ne m'étonne pas tellement, mais l'analyse psychologique, quand vous le lancez et qui vous explique les peurs cachées d'un client, ça, c'est assez incroyable, franchement. Et donc, imaginons, vous êtes en discussion avec une agence, vous enregistrez, et toutes les objections que va vous faire l'agence, Plaude va vous les noter, il va vous expliquer les peurs qui sont derrière.
Ou vous avez monsieur et madame Martin qui arrivent à l'agence. Et madame Martin vous raconte le voyage de ses rêves, elle voudrait bien revivre un petit peu sa nuit de noces, etc., etc., etc. Eh bien, en sortie, Claude vous a fait un résumé très sympa et vous envoyez à madame Martin, oui, nous avons bien ressenti vos besoins, tac à tac, avec tous les points, et madame Martin, elle est aux anges. C'est la meilleure agence au monde, on m'écoute, on fait attention à moi, on me donne de l'amour. Ça, c'est de la relation client. La relation client, je dis toujours, la relation client, c'est un sentiment, ne badine pas avec les sentiments. Moi, j'ai partie des personnes qui ont créé, malheureusement, l'automatisation dans le milieu du tourisme. Quand on est arrivé chez Liberty TV, on avait des palettes. On prenait, on mettait dans le scanner, on reprenait l'image, on le mettait sur le site internet, etc. Et nous, on a mis à l'époque les TO ensemble et dit, bon, on ne ferait pas un format commun pour échanger les données. Alors, on a créé un protocole qui s'appelait XML, XFT à l'époque. Et du coup, on a automatisé. Mais les gens, quand on parle de voyage, on parle d'émotionnel. Ils veulent qu'on les écoute, ils veulent qu'on les conseille, ils veulent qu'on les aide, ils veulent qu'on les accompagne. C'est important pour eux, c'est un moment de vie. Eh bien, ça va vous aider. Et encore à des prix très démocratiques, ce genre d'outils. Donc plutôt sympa. Autre cas d'utilisation dans la vente. Ça, c'est toujours Simple CRM, c'est mon logiciel. Je vais parler dans le logiciel. Et évidemment, mon GIF ne veut pas se lancer parce que c'est une conférence et que toujours, quand il y a une conférence, on a des problèmes. Allez savoir pourquoi. Voilà. OK. Donc là, je parle. Donc, vous avez votre client qui vous appelle. Boum, la fiche s'ouvre. Vous cliquez sur le petit micro pour donner le compte-rendu. Donc ici, il veut faire un survol à Montgolfière au-dessus des pyramides. C'est dans la boîte. Ça peut paraître trivial, ça n'est pas du tout. Pourquoi? Parce que ce qui fait qu'une IA va bien bosser, c'est qu'elle a le contexte, elle a les données. Okay? Donc à chaque fois que vous avez une information, il faut la stocker, il faut la valoriser. Sauf que ça énerve les gens d'écrire à la main. Donc, je parle, ça écrit, ça marche bien. Là, je vais faire un petit... Donc là, on est quand BT Expo m'a demandé de faire la conférence. J'ai écrit ça et j'envoie ça dans l'IA. Donc, on clique sur Prompt IA et Prompt IA. Il veut bien se lancer? Oui. Voilà, hop. Vous pouvez choisir dans lequel vous voulez l'envoyer. Les gens ne savent pas prompter. Prompter, c'est écrire les bons textes à l'IA. Donc ici, nous, c'est notre IA qui va prompter le truc. Et du coup, grâce à ça, en fait, elle va mettre de côté cette histoire de Montgolfière, parce que l'IA se rend bien compte que ça n'a strictement aucun sens de parler de Montgolfière quand je suis censé faire une conférence à BT Expo. Ça va permettre quoi? Au lieu d'écrire des emails avec vos petites mains et d'essayer de se souvenir des préférences de Madame Martin, etc., on a tout ce que Madame Martin a dit qui a été retranscrit par Claude, c'est dans le CRM passe à la main à l'IA, et on a un email parfait, comme si on était amis depuis 25 ans. On amène une qualité, un suivi qui est vachement plus sympa. On va parler maintenant de conception de voyage, dynamic packaging, etc., etc. Et il y a un gros signal danger, si jamais il y a des malvoyants dans la salle, comme ça, vous savez. Alors, si vous tapez « vacances gâchées à cause de ChatGPT », vous allez avoir des anecdotes plus qu'amusantes. La question, c'est pourquoi tant de haine contre ChatGPT quand on parle d'organisation de voyage? À cause de ces 5 points. Une IA n'est pas intelligente. Intelligence artificielle, c'est le terme le plus biaisé qui existe. Une IA n'est pas intelligente. Une IA ne comprend pas ce qu'elle dit. Une IA est un ensemble de probabilités. Une IA a pour mission de vous répondre. Les chercheurs ne comprennent pas comment fonctionnent les IA. Ça veut dire quoi tout ça? On va prendre les 2 premiers points. Une IA n'est pas intelligente, elle ne comprend pas ce qu'elle dit. Quand ChatGPT est arrivé, mes petits collègues, « Oh, regarde, c'est super !» Je fais, donne un peu. Je lui dis, complète ma phrase. Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1492. Super. Brice Cornet a découvert l'Amérique en 1492. Une IA n'est rien d'autre qu'une statistique et une probabilité. Elle a mangé des quantités astronomiques de données et elle sait quel mot a le plus de chances de suivre le mot suivant. C'est tout. Ça s'arrête là. Maintenant, quelque part, notre cerveau, notre réflexion, c'est assez similaire. Alors, fun fact,
des tas de gens, fait hurler de rire, s'ennuient à taper leurs questions en anglais en se disant que puisque c'est une société américaine, ça doit beaucoup mieux fonctionner. Alors, la langue qui donne les meilleurs résultats sur ChatGPT est roulement de tambour. Personne ne sait faire les roulements de tambour. Ok. Bon, déjà, vous mentez avec Pac-Man et vous ne savez pas faire les roulements de tambour. Je ne sais pas si je vais vous garder, en fait. La meilleure langue pour ChatGPT est le polonais. Voilà, c'est avec ça qu'on a les meilleurs résultats. Alors pourquoi? Parce que la grammaire polonaise a une exactitude qui est au couteau. C'est une langue d'une difficulté atroce. Et cette exactitude fonctionne très bien pour les algorithmes. Deuxième langue, le français. L'anglais n'est que 7e langue en matière d'efficacité par rapport aux IA. Et l'espagnol? Espagnol, 5e ou 6e, je pense. Donc, vous ne cassez pas la tête avec l'anglais. Hein. Français, c'est très très bien. Donc, bah ouais, l'IA, elle ne comprend pas ce qu'elle dit. Et ce qui est très amusant, c'est que quand vous allez lui parler en français, elle va traduire ça dans sa propre langue. Nous, on appelle ça l'espéranto IA. Là, j'arrive au point 5, mais je vais revenir. Hein. J'arrive au point 5, c'est qu'en fait, cet espéranto IA, actuellement, est incompréhensible pour les chercheurs. Donc, il y a une nouvelle branche des sciences qui est inspirée des techniques pour étudier le cerveau humain, pour essayer de comprendre comment fonctionne l'IA. Et pour l'instant, on ne comprend pas grand-chose. Il y a une espèce d'espéranto. Elle se parle, elle comprend. Chaque IA a sa propre langue. Par contre, elles arrivent à se comprendre entre elles. Ça, c'est assez amusant sur les branches. Et la logique de pensée n'a pour nous aucun sens. 5 fois 2 divisé par 40 plus 3, on s'attend à ce qu'elle fasse comme une bonne vieille calculette. Non. 4 méthodes de réflexion en parallèle, 2 méthodes d'approximation, une méthode qu'on ne comprend pas, et une autre méthode qui va donner un vrai résultat. Et sur base de ça, elle va donner la réponse. Pourquoi est-ce que les IA ne font pas un bête calcul comme on s'attend à ce qu'elles fassent n'importe quel ordinateur? On ne sait pas actuellement. On n'a pas d'idée à ce niveau-là. Donc, des probabilités, et elle ne comprend pas ce qu'elle dit. Hein. Brice Cornet a découvert l'Amérique en 1492. Merci, ils auraient pu appeler ça le Brice Cornet plutôt que l'Amérique, enfin bref. Et une IA pour mission de vous répondre. Alors ça, j'adore quand j'ai lu les articles sur les gens qui ont eu leurs vacances gâchées par ChatGPT. ChatGPT a pour mission de vous dire ce que vous avez envie d'entendre, principalement. Il est là pour vous répondre. Donc si vous dites à ChatGPT, écoute, j'ai un rêve, je veux visiter l'Égypte, est-ce que tu penses que je peux y aller sans visa? Oui, tu peux y aller sans visa. Bien sûr, tu peux y aller. Ah, super! Pourquoi on me refoule? Ce sont des histoires vraies. Hein. Des gens sont partis comme ça en vacances, sans visa, sans passeport, parce qu'ils ont demandé à ChatGPT. Sauf que, est-ce que tu peux? Oui, tu peux. Tu peux. Oui, tu peux. Personne ne va t'enfermer dans ta maison, donc tu peux, d'un point de vue lexical. Et ça, c'est ce que comprend ChatGPT. Il ne comprend pas. Ça dépend comment on le prend. Hein. Elle va le prendre au pied de la lettre, et surtout, elle va tenir compte de tout votre historique relationnel. Donc tout ce que vous avez tapé auparavant, si vous ne lui avez pas dit de repartir à zéro, de faire un reset, elle va reprendre tout ce qu'elle vous a dit, le contexte émotionnel, pour vous plaire dans vos réponses, pour vous faire plaisir, pour que vous continuiez à la consommer. Parce que le but, c'est de vous rendre addict, évidemment. Hein. C'est logique. Donc, se méfier. Toujours, quand vous posez des questions, soyez factuel. Vraiment. Et donnez-lui des bornes et des limites. On va y revenir par la suite, je vais un petit peu plus préciser tout cela. Alors, conception de voyage. Là aussi, c'est le truc à ne pas faire. Enfin, je voulais faire un exemple simple, donc j'ai simplement dit dans une IA experte en voyage, rédige-moi un circuit de 5 jours à pied en Sicile. Et l'IA me répond, oh, bah, c'est une super aventure épique, avant de chausser tes baskets. J'ai besoin de quelques infos. D'où partez-vous? Est-ce que tu voyages seul ou en couple? Quand souhaiteriez-vous partir? Combien de jours exactement? Quel est le but principal du voyage? Découverte culturelle, détente, gastronomie, etc. etc. Et l'IA me pond en circuit. Et ça, c'est pas mal. C'est pas mal parce que on va voir qu'elle me fait quelque chose et je vais pouvoir visualiser les lieux, avoir les infos, etc. etc. Ça, je pense que ça peut avoir un sacré potentiel en agence. On va en voyage, on va à une destination, et puis bah, pourquoi pas leur demander, et la cerise sur le gâteau, c'est quoi?
Vous avez envie de quoi? Ah, je voudrais bien manger du calamar sur le bord de mer avec mon épouse. OK. Les datas sont là. On n'a pas nécessairement besoin d'avoir des contracts, des réceptifs sur place. On peut simplement donner des conseils, proposer des idées. C'est du service qu'on donne. C'est de l'amour, hein, la relation client. Donnez de l'amour, vous recevrez de l'amour. Et du coup, ça active un bouche-oreille positif. Ça va faire qu'on va aller plutôt chez vous parce que vous êtes à l'écoute, parce que vous offrez de la valeur ajoutée, parce que vous en faites plus. Et vous, ça ne vous aura pas pris beaucoup plus de temps, en fait. Parce qu'il y a des outils derrière qui font ça extrêmement bien. Les outils pour ce genre de truc, surtout pas ChatGPT. Il y a des bons produits. Là, j'étais sur Rom2Rio, je pense, pour ce test-là. Ouais, Rom2Rio. Perso, je pense qu'à terme, le leader, ce sera Google Maps, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils ont scanné la Terre entière avec leur Google Car, et puis toutes les boîtes dans le monde ont fait une page Google My Business. Donc ils ont les infos sur tout, les restaurants, les cartes, etc., etc. Donc je pense qu'à terme, le plus intéressant, ce sera le Google Maps. Et tant mieux, parce que quand je vous parlais des produits qui vont disparaître, Google Maps ne disparaîtra jamais. Donc à ce niveau-là, c'est pas mal. Il y a vraiment des solutions spécialisées de tourisme, TripPlanner.ai, Roam Around, GuideGeek. Mais attention toujours si vous allez sur ce genre d'outils, comme je vous ai dit, il y a une bulle. Donc il ne faut pas que ces outils soient des piliers de votre organisation. Ce sont des plus, ça vous aide, ça permet de créer un peu de valeur ajoutée, mais surtout pas un pilier avec ce genre de truc, parce que dans 2-3 ans, ils ne seront peut-être plus là. Ça, c'est une réalité. Après, ce que fait un, l'autre le fait aussi, donc grosso modo, si y en a un qui disparaît, vous pouvez switcher assez vite, mais surtout pas des piliers sur des boîtes de ce style. Dans les résultats, à mon avis, 2 heures gagnées par dossier, c'est assez simple, et puis l'augmentation via les ventes personnalisées, mais surtout un bouche-oreille. Bouche-oreille, c'est la meilleure des choses, vraiment. Important, l'IA ne remplacera jamais le jugement professionnel ni le voyage d'études. Ça reste un outil numérique. Ça reste des outils qu'on peut truquer. Il y a eu un gars, un londonien, je ne sais plus sur quelle plateforme c'était, plateforme de Reza, je ne sais plus laquelle. Bref, il se dit, il veut tester pour voir si on peut truquer une plateforme. Il crée un faux restaurant. Donc il achète une carte SIM, il crée un faux restaurant, et il met que le restaurant est tout le temps plein, et que c'est limité à 15-20 personnes, pas plus, et que c'est le truc le plus sélect du monde. Et le téléphone commence à sonner, et il refuse les gens, mais ça dure 3-4 mois où il refuse. Et puis il va accepter, mais que des journalistes. Mais il n'a pas de restaurant. Donc il leur donne rendez-vous tout près de chez sa mère, il leur met un bandeau sur les yeux, ils passent, ils se retrouvent dans le jardin de sa mère, et donc le concept, il leur sert du roi commis de soupe, dans un petit plaid, en hommage au grand bombardement pendant la Seconde Guerre mondiale. Il prend des lasagnes du Lidl, il met 2-3 fleurs du jardin de sa grand-mère dessus. Dans les journaux, meilleur restaurant de Londres, un concept incroyable, etc., etc., etc. C'est amusant, c'est anecdotique, mais tout ça pour vous dire qu'une IA, on peut la tromper, on peut la truquer. Des choses que je fais personnellement, parce que maintenant les gens recherchent des logiciels CRM dans des IA, on bombarde les IA pour qu'elles nous mettent en position favorable. C'est de bonne guerre, tout comme on l'a fait pour être mieux positionné dans Google. Voilà, ce sont des techniques de marketing comme des autres. Attention aux données de vos clients. Le RGPD, je sais que ça n'intéresse pas tout le monde, mais bon, pour rappel, le RGPD, quand vous prenez un contrôle, c'est 4% de votre C annuel en termes d'amende. Donc, typiquement, quand on fait un prompt, on n'envoie pas les coordonnées du client, quoi. Okay? D'où l'importance de former les gens, on va y revenir, et d'avoir des outils spécialisés. Le prompt engineering, donc le fait de taper les bonnes commandes, pas dire « est-ce que je peux aller sans visa ?» Oui, tu peux. Oui, tu peux. Être précis. Et ça, il faut se former pour éviter de faire des bêtises. Et puis, quand vous allez vous y mettre, une tâche, un outil, un résultat mesurable. Surtout, ne croyez pas que l'IA a raison. Okay? Vous prenez une IA qui doit faire une tâche correctement, vous lui faites faire, et après, vous allez mesurer, vous allez surveiller en permanence ce qu'elle va faire, parce qu'elle peut déraper à tout moment. Le détour par la réglementation. Vous savez, il y avait ce truc, les Américains innovent, les Chinois copient et les Européens légifèrent. On disait ça quand je suis sorti de l'école. Ça n'a pas trop changé. On a légiféré sur l'IA. L'Artificial Intelligence Act, dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler,
qui est en place depuis le mois de février, vous oblige, tous, oblige aussi, à protéger vos données, protéger vos employés, protéger votre organisation contre les dérives potentielles des IA. Quand même vous dire que quand vous travaillez avec une IA, vous envoyez toutes vos données sur des plateformes états-uniennes, sous droit états-unien. Donc techniquement, vous prenez votre base client, vous la connectez à ChatGPT, toutes vos données sont sous Cloud Act. Ça veut dire que toutes vos données peuvent être saisies par n'importe quel juge aux États-Unis. Voilà, elles ne vous appartiennent plus, c'est comme ça, ce sont les États-Unis, c'est sympa. L'amende pour non-respect de la réglementation européenne est de 7% du CA annuel. Alors s'il y en a qui font du low-cost chez vous, bah ouais, l'amende est supérieure à vos marges. C'est ballot. Alors, comment ne pas prendre l'amende? Alors, première chose, le règlement interne pour vos employés, normalement votre secrétariat social, Partena ou autre, a dû vous proposer un add-on à rajouter de manière à expliciter à vos employés ce qu'ils peuvent faire, ne pas faire, les limites, les règles de sécurité, etc. etc. Si ce n'est pas fait, vous contactez votre secrétariat social et vous demandez d'avoir ce petit ajout. Deuxième point, vous avez l'obligation de faire suivre à vos employés une formation au niveau des IA pour leur apprendre à ne pas faire de bêtises avec les IA et entre autres ne pas partager les données et faire des prompts intelligents et ne pas faire de bêtises et vérifier et avoir un esprit critique, etc. etc., etc. Spoiler alerte, si ça vous intéresse, on vend ce genre de formation, bien entendu. Donc, alors, pour le coup, on râle souvent quand il y a des réglementations. Typiquement, le RGPD, moi, je trouve ça une stupidité sans fond. Par contre, l'IA Act, non, c'est assez intelligent parce qu'on donne un outil terriblement puissant à des gens et ça peut vraiment, vraiment faire des catastrophes. On va prendre un cas qui n'a rien à voir, mais c'est le cas de Samsung, qui se sont rendus compte que les modèles de recherche top secret qu'ils étaient en train de développer dans leur laboratoire de recherche étaient disponibles sur ChatGPT. Pourquoi? Parce que les ingénieurs ayant la flemme d'écrire leur rapport mettaient leurs notes de recherche dans ChatGPT, demandaient à ChatGPT de faire le truc. Oui, sauf que les données appartiennent à ChatGPT et sont redistribuées aux autres utilisateurs de ChatGPT. Alors c'était bien pour l'espionnage industriel pour les petits concurrents, les petits confrères, ou intelligents frères dans ce cas-ci. Et donc voilà, donc, il y a pas mal de choses, et c'est vrai que quand on n'est pas conscient des enjeux, des risques, ouais, ça peut déraper. Donc du coup, une bonne formation, c'est pas mal. Je vous donne un petit cadeau pour aller sur ce site, crm-pour-pme.fr/btexpo, tout en minuscule. Et là, je vous mets à disposition, en fait, une IA qui est du ChatGPT, mais qui est cadrée. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'a pas le droit de mentir, elle n'a pas le droit d'inventer, et que quand elle va vous répondre uniquement sur base de la législation. Donc vous pouvez lui poser des questions en droit du travail, fiscalité, comptabilité, management, marketing. Si vous n'avez pas précisé si vous êtes belge, français, si ça peut poser problème, donc ça ne marche que pour la Belgique, la France et la Suisse, elle va vous poser les questions pour cadrer, et sur base des aspects légaux, elle va vous donner des vraies réponses. Et là, il n'y a pas de risque. Et là, du coup, si vous aviez un contrôle, vous dites « Ah non, on utilise une IA cadrée, tout ça. » Et dès qu'elle vous donne une réponse, il y a des liens. Et vous pouvez cliquer, ce sont des vrais liens, parce que je ne sais pas si vous avez déjà testé, que quand vous cliquez sur, vous faites les recherches des sources de ChatGPT, 90% du temps, les ressources n'existent pas. Pourquoi? Parce que son but, c'est de vous faire plaisir. Elle vous donne des sources pour vous rassurer. Elle est gentille. Petite blague, c'est... je ne sais plus quel cabinet de consulting. Alors, vu que c'est filmé, on ne va pas donner de nom, au cas où je me gourrerais. Donc, qui a fait une étude sur les autoroutes pour l'Australie, et donc ils ont été condamnés à des sommes astronomiques parce que les fonctionnaires ont pris l'étude, ont été voir à la fin les références, et aucune des références n'existe. C'était que du ChatGPT. C'est mal les cabinets de consulting. Quelqu'un connaît le nom du cabinet? C'était pas Goldman Sachs? Non, non. Je crois que c'était Gartner, mais je ne suis pas sûr. Vu que c'est filmé, je ne vais pas me prendre un procès, donc je n'ai pas dit que c'était vous. Voilà. Donc voilà, avec ça déjà, vous serez déjà dans un environnement sécurisé. C'est déjà un bon premier pas. Alors, la question, c'est comment je me lance? Vous achetez le bouquin quand il sort fin du mois. Voilà, déjà première chose. Il y a 250 pages avec des cas concrets par département, des checklists, des méthodes. Donc vous suivez les checklists, les méthodes, etc., etc. Après, ce serait un peu chiche de m'arrêter là, donc je vais vous donner 2-3 petits tips. Première étape, c'est le diagnostic de maturité en interne. Vous êtes prêt, vous n'êtes pas prêt, vous en êtes où au niveau du numérique? Et puis vos données, là, elles ont quelle qualité? Parce qu'une IA
Sans données de qualité, ça ne va pas fonctionner. Et c'est souvent là que ça pêche. Chez mes clients, en général, on a besoin de 2 ans pour redresser les données. Parce qu'elles sont éparses, parce qu'elles sont dans des fichiers Excel, elles sont dans l'Outlook de Jean-Pierre, dans le Dropbox de Jean-Marc, et voilà. Et rien n'est centralisé, rien n'est vraiment segmenté. Donc, il va y avoir un gros boulot de reconstruction. Ensuite, listez vos douleurs. Vous avez mal où? Où est-ce que vous perdez du temps? Qu'est-ce qui vous réveille à 23 heures? C'est quoi le problème? Ensuite, où êtes-vous bon? Souvent, les gens veulent dire, OK, ça me fait mal, et on est mauvais, on va faire ça. Si vous êtes mauvais, comment est-ce que vous pouvez voir si l'IA fait correctement le travail? Vous ne saurez pas le faire. Donc le premier truc à automatiser, c'est un truc où vous êtes hyper bon. Parce que si vous êtes hyper bon, vous allez voir si l'IA vous ment. Voir si elle se trompe. OK? Donc premier truc, faites ce que vous êtes bon. Ensuite, ce que vous êtes vraiment mauvais, tout à la fin. OK? Où est votre océan bleu? C'est quoi le côté pépite chez vous? OK? Si c'est super pas cher, OK, votre IA va devoir traquer vos coûts pour les diminuer, les optimiser. Si vous faites du dynamic packaging ultra luxe, OK, c'est l'ultra luxe, c'est la qualité du conseil. Donc on va y aller à fond sur l'accompagnement, sur le petit Claude qui écoute l'histoire de Madame Martin, les petits emails enrobés avec des chocolats et des petits cœurs. OK? Ensuite, avoir des KPI mesurables. Si vous n'avez pas défini des objectifs, vous êtes certain de jamais les atteindre. Donc, il faut définir des KPI pour vérifier que l'IA vous aide, ou si c'est juste un gadget, en fait, qu'au final, ah ouais, c'est sympa, ça génère des trucs, mais peut-être qu'en fait, vous perdez plus de temps qu'autre chose. KPI Key Process Indicator ouais. Performance. Oh là 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 là. Tu es sur scène, c'est triste. Ensuite, le premier projet IA, je vous conseille un quick win, un effet waouh, c'est-à-dire quelque chose qui va être rapide à mettre en place, vous donner des résultats immédiats. Visez pas un truc énorme, ça ne sert à rien. Okay, visez un truc qui va être facile, ne va pas coûter cher, et ça va vous permettre de voir l'adhésion en fait, de vos équipes. Ça leur plaît, ça les froisse, vos clients réagissent comment? Visez quelque chose de petit, ensuite vous verrez plus grand. Je fais toujours le parallèle avec la montagne. Hein. Quand on a fait cette boîte, on a organisé les safaris photo, quand il fallait faire grimper une montagne à quelqu'un, je disais jamais à quelqu'un, bon on va aller là tout au-dessus. Hein. Tu vois, par là, là, il y a un chalet, il y a du vin chaud, c'est sympa, on va aller là. Okay, visez l'objectif qui est là, et puis vous allez monter petit à petit. Et puis choisir les bons outils, les bons partenaires, comme je vous ai dit. Ayez en tête qu'il y a pas mal de gens qui vont disparaître. Les dangers. L'absence de méthode, les méthodes elles sont décrites dans le bouquin, donc ça va, mais c'est comme tout projet, quoi. Hein. On n'installe pas, on ne crée pas un site e-commerce sans la direction du vent, quoi. Okay, on ne va pas décider d'attaquer un marché sans faire une étude de marché un peu solide. Donc même chose, il faut une vraie méthode. N'attendez pas de miracle. C'est juste un outil. Rien d'autre. Un outil qui arrive à traiter des volumes de données extrêmement rapidement. Mais rien d'autre. Investir dans les mauvais outils, les mauvais partenaires, ce que je vous ai dit avant, ils risquent de disparaître. Baser l'organisation sur des solutions qui vont disparaître, c'est pareil. Ne pas mesurer. Ne rien faire. Comme je disais tout à l'heure, tous ceux qui ont attendu dans l'e-commerce il y a 20 ans, en ont bien souffert, voire ne sont plus là. Et puis ne pas lire mon livre, ça c'est le plus gros des dangers, évidemment. Les erreurs à éviter, croire que c'est magique, je vois beaucoup de gens. L'autre jour, un couvreur de toit qui me dit, je veux parler au logiciel, il va dans Google Maps, il fait une photo du toit, il calcule le mètre et il fait le devis. Je suis conseiller de mes concurrents, comme ça, voilà. Bien sûr, ça n'existe pas. La magie n'existe pas. L'IA est un outil, c'est-à-dire que derrière, s'il n'y a pas de stratégie, si vous n'avez pas bossé à fond, ça ne marchera pas. Donc la première intelligence de tout ça, c'est vous. L'IA, c'est un levier stratégique pour les humains. Les erreurs, ne pas appliquer les équipes, ne pas les former, c'est évident. C'est un nouvel outil qui est puissant et qui peut déraper, il faut les former. Vouloir tout faire en même temps, aller trop vite, viser la perfection. Alors ça, je veux le dernier truc, le dernier machin, le plus puissant. Non. Dernier truc et le dernier machin, c'est le truc qui est buggé en général. Le mieux est l'ennemi du bien. Visez petit et efficace. Et puis n'oubliez pas qu'un projet IA, ça se pilote. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout simplement, l'IA, c'est une boussole qui va vous donner des directions, qui va vous donner des pistes, des opportunités, qui va vous donner des tons, des possibilités de communication. Prenez-le en main, faites de l'IA, non pas une menace abstraite, mais un véritable allié, grâce à une approche pragmatique, adaptée à votre réalité. Copiez pas les petits voisins, copiez pas des showcases, ça ne sert à rien. On me dit souvent, demain, il se passera quoi? Alors, je pense que demain, des IA comme ChatGPT vont disparaître, tout simplement. Pourquoi?
parce qu'il faut une centrale nucléaire pour la faire tourner. Ce n'est pas rentable, ce n'est pas viable. Je pense qu'on va aller... En fait, pour l'instant, je ne vais pas vous faire un cours de maths, mais en gros, si vous voulez, pour l'instant, c'est des brutes force. On sort la grosse Bertha et on y va à fond en brûlant du CPU, enfin du GPU. C'est sympa, mais ça coûte un bras. Par contre, avoir une IA ultra spécialisée sur la Sicile, le tourisme en Sicile, une IA spécialisée dans le droit belge, etc. On a des jeux de données beaucoup plus petits et on peut faire tourner ça avec un simple CPU. Il y a un exemple très amusant chez Thales. Thales se sont pris la tête pendant 2 ans pour faire des drones autonomes, donc qui filment, détectent l'ennemi et bombardent. Ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils filment en haute définition. Un stagiaire qui fait « Mais pourquoi vous faites 10 000, 100 000 images à la seconde quand entre 4 et 10 photos, ça suffit? Le sol, il ne va pas bouger, les gens ne vont pas bouger en 1 seconde. » C'est évident, c'est du bon sens, sauf que les ingénieurs n'y avaient pas pensé. Donc, des IA petites, moins chères, plus ancrées sur la réalité dans le terrain, ça va être, je pense, à terme, le futur. Après, on peut se planter, mais je ne pense pas que, vu l'état des pertes financières actuelles, ça va durer longtemps. Ce qui veut dire qu'on va avoir des IA spécialisées et que ces IA elles vont être capables de proposer, d'analyser, d'optimiser, parfois même de décider. Nous, on bosse sur un système depuis 8 ans qui est capable de prévoir les augmentations et les diminutions d'activité. Okay? Me dire, OK, tu vas avoir plus de clients qui vont arriver dans les prochains mois, moins de clients, etc., pour gérer. On a eu les premiers résultats l'année passée. On se dit, c'est complètement délirant les augmentations qu'ils nous donnaient. C'était 100% juste. Qu'est-ce qu'on a rajouté? Le cours du jus d'orange dans les calculs. Alors, je ne savais pas que le jus d'orange était coté en bourse, je ne savais pas que ça pouvait avoir une influence dans les calculs sur l'IA. Chez nous, ça a eu un impact. Pourquoi? Les mystères de l'IA, on ne comprend pas toujours tout. Mais ce qui est clair, c'est que l'IA va aller de plus en plus vers un système de propositions vraiment concrètes en termes de gestion et de management. Et du coup, le manager, il va évoluer. Il va recevoir des informations, des idées, il va devoir définir des stratégies, arbitrer, être un chef d'orchestre. Et c'est plutôt chouette, parce qu'il va devoir moins gratter, chercher sur Google, se poser un milliard de questions, douter, etc. Il va avoir des idées de plus en plus intéressantes. Et il sera donc à même de poser de plus en plus les meilleures décisions. Si vous voulez récupérer ce slide, si vous voulez récupérer la retranscription via l'IA Upload, et si vous voulez voir ce que ça fait, vous envoyez un email à coordination@simple.team. Et ma petite collègue Émilie se fera un plaisir de vous envoyer tout ça. BT Expo vous renverra également tout ça en vidéo. Et puis, l'adresse crm.pme.fr/BT Expo. Si vous avez des projets, vous avez envie d'un chouette CRM, vous avez envie de former vos équipes à l'IA, vous pouvez nous contacter via la même adresse. Et voilà, je vous laisse me bombarder de questions si vous en avez. Yes? Moi, je me demandais si vous aviez déjà un outil d'intelligence artificielle spécialisé dans la rédaction de devis. C'est-à-dire par exemple, selon ce que les gens demandent comme circuit, qu'ils puissent s'adapter à la date de la demande quand le séjour se fera, pour prendre en considération les prix de l'hôtel à ce moment-là, et pouvoir à chaque fois, en fait, parce qu'une immense perte de temps, c'est la mise en place des devis. C'est possible, il faut se brancher en fait sur le système. Je sais que ça existe déjà dans Servico, typiquement, où ils sont capables de le faire avec un email. Nous, on est capable de le faire aussi, tout simplement en récupérant la demande, soit vocalement, via ça, upload, mais il va falloir qu'on fasse un script de nettoyage, etc., soit via de l'analyse d'email, aller en base de données, faire des requêtes. Et là, ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait, l'aspect IA est fragmenté. C'est-à-dire qu'il va y avoir l'aspect compréhension de la demande, nettoyage, ça c'est de l'IA. Après, faire des requêtes en base de données, ce n'est pas du tout de l'IA. On va faire ça en langage SQL parce que ça ne sert à rien de prendre un bulldozer pour démonter une tentée de Quechua. Et la remontée d'informations, ça c'est libre. Soit on recrache des possibilités, donc des lignes produits, soit ça peut faire un email de présentation plus globale, et là c'est à nouveau de l'IA. Donc typiquement, ça c'est le genre de truc que je ferais moitié IA, moitié techno traditionnel, parce que ça ne sert à rien de brûler du cache pour faire des requêtes qui sont somme toute classiques dans une base de données. Du coup, par exemple, comme l'exemple que vous aviez montré en Sicile avec, je sais plus l'exemple, par exemple qu'ils puissent envoyer quasiment en 2 ou 3 minutes le devis complet, prenant en considération tous les changements de prix. Ouais, c'est faisable, mais ce genre de mission va coûter aux alentours des 50-60 000 € d'implémentation de base. Okay. Autre question? Oui, vous avez parlé de ChatGPT, mais qu'en est-il de copilote?
Je ne suis pas fan. Personnellement, mon préféré, c'est Claude. C'est celui que je préfère. J'aime bien Copilot pour l'aspect protection des données parce que c'est le seul où on a vraiment la main. Où on peut dire, OK, c'est un bac à sable, tu ne sors aucune des données, etc. C'est le seul qui donne des vraies garanties. Et pour le coup, là, c'est bien borné. Donc, en termes de respect de la vie privée, Copilot est le meilleur. Après, en termes de rendu de réponse, pour moi, le meilleur, c'est Claude. ChatGPT étant le plus connu. Claude, pardon? Claude, comme le nom. Claude.ai. Pour moi, Claude, c'est celui qui fait les réponses de meilleure qualité. Parce que Claude revérifie sur le web à chaque fois ce qu'il fait. J'ai le cas vendredi, je pars faire un voyage à pied, j'avais besoin d'informations, j'ai lancé Claude, nickel, il me trouve les heures d'ouverture, les numéros de téléphone, les machins, tout est vrai. Même chose, ChatGPT, il invente des tas de trucs qui n'existent pas, c'est incroyable. Donc Claude, très bon. Copilot, même chose, en termes de recherche, il n'est pas très bon. Il n'est pas très bon. Autre question? Prévoir la bourse. Pardon? Prévoir la bourse. La bourse? Ouais. Et comme vous dites, vous pouvez prévoir pas mal de choses avec vos chiffres d'affaires et le jus d'orange, tout bazar. La bourse, on est dans un phénomène de bulle, donc ça va nous exploser, c'est clair. C'est quand je me plaignais que le chiffre d'affaires de la boîte ne faisait pas assez comme ça, elle me dit, oui, t'as pas retenu quand on est à l'époque des subprimes, elle dit, tu faisais comme ça, et puis après, ça fait comme ça. Donc c'est vrai que quand il y a une croissance qui est forte, surtout dans une période de décroissance totale, je veux dire, quand on voit les dettes de la Belgique, les dettes dans la zone euro, etc., on vit dans une économie qui est totalement artificielle pour l'instant au niveau boursier, donc ouais, ça va se cracher méchamment, ça c'est certain. Quand? Je ne sais pas. Autre question? Eh bien, il ne reste plus qu'à vous remercier.